Arrêtez tout. Avant de passer à autre chose, avant de rejeter ce que je vais vous dire, je dois vous faire comprendre quelque chose qui pourrait complètement transformer la façon dont vous abordez la décision la plus importante de votre vie. Je vais remettre en question tout ce que l'on vous a appris sur l'amour et le mariage, et je vous garantis qu'à la fin de cette conversation, vous ne verrez plus jamais les relations de la même manière. Je veux que vous imaginiez un instant que vous êtes au bord d'une falaise. En dessous de vous se trouve un vaste océan et vous êtes sur le point de plonger. Mais voici le problème. Vous ne pouvez pas voir le fond. Vous ne savez pas quelle est la profondeur. Vous ne savez pas ce qui se cache sous la surface. Et vous ne savez certainement pas si vous survivrez à l'impact. Pourtant, des millions de personnes font exactement ce saut chaque jour lorsqu'elles décident d'épouser quelqu'un simplement parce qu'elles sont amoureuses. Soyons clairs dès le départ. Je ne suis pas là pour vous dire que l'amour n'a pas d'importance. Je ne suis pas là pour briser vos rêves romantiques ou vous transformer en une personne cynique qui ne croit pas aux liens humains. Ce que je suis là pour faire, c'est vous réveiller à une vérité qui pourrait vous épargner des années de chagrin, de ruine financière, de dévastation émotionnelle et du genre de regret qui ronge votre âme pendant des décennies. La vérité est la suivante. L'amour ne suffit pas. L'amour n'a jamais suffi. Et si vous épousez quelqu'un uniquement parce que vous êtes enivré par ce sentiment, vous vous préparez à l'une des expériences les plus douloureuses qu'un être humain puisse endurer. Je sais ce que vous pensez en ce moment. Vous pensez, qui est cette personne pour me parler d'amour? Que sait-il de ma relation? Ma situation est différente. Et vous savez quoi? Vous avez absolument raison de me questionner. Vous devriez remettre en question tout ce que je vais dire. Mais je veux aussi que vous considériez ceci. Et si tout ce qu'on vous a dit sur l'amour et le mariage était faux? Et si le fondement même de vos croyances sur les relations avait été construit sur des sables mouvants? Pensez un instant. Nous vivons dans une société où le taux de divorce avoisine les 50%. 50%. Cela signifie que la moitié de tous les mariages se terminent par un divorce. Mais voici ce qui est encore plus troublant. Cette statistique ne tient compte que des mariages qui se terminent légalement. Elle ne tient pas compte des innombrables couples qui restent mariés mais sont absolument malheureux. Elle ne tient pas compte des personnes qui vivent dans des prisons émotionnelles, qui se réveillent chaque jour à côté de quelqu'un qu'elles peuvent à peine supporter de regarder, qui suivent les mouvements du mariage tout en mourant lentement à l'intérieur. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Si l'amour était vraiment tout ce dont nous avions besoin, si ce sentiment magique était suffisant pour maintenir un partenariat à vie, alors pourquoi échouons-nous à un rythme aussi astronomique? Pourquoi tant de personnes qui prétendaient autrefois s'aimer plus que tout au monde paient-elles maintenant des avocats des milliers de dollars pour diviser leurs biens et se disputer la garde des enfants le week-end? La réponse est simple. Pourtant, la plupart des gens refusent de l'accepter. Ils se sont mariés pour les mauvaises raisons. Ils ont confondu des émotions temporaires avec une compatibilité permanente. Ils ont pris des réactions chimiques dans leur cerveau pour de la sagesse concernant un partenariat de vie. Ils se sont laissés aveugler par les sentiments au lieu de prendre l'une des décisions les plus importantes de leur vie avec clarté, intention et réflexion stratégique. Les enseignements de la Providence se trouvent sans enseignant dans leur capacité à changer la pensée maléfique. Proverbe 14 verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Peut être interprété comme une mise en garde contre le fait de suivre uniquement ses sentiments sans discernement. Je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous choquer. Les mariages les plus réussis de l'histoire n'étaient pas principalement basés sur l'amour. Ils étaient basés sur la compatibilité, les valeurs partagées, le respect mutuel, les objectifs de vie alignés et des considérations pratiques. L'amour a grandi à partir de ces fondations, et non l'inverse. Lorsque vous construisez une maison, vous ne commencez pas par la décoration. Vous commencez par une fondation solide.
Pourtant, en ce qui concerne le mariage, la plupart des gens essaient de construire toute leur vie sur rien d'autre que de la décoration. Laissez-moi vous dépeindre ce qui se passe généralement lorsque les gens se marient par amour seul. Deux personnes se rencontrent et il y a une attraction instantanée. L'alchimie est indéniable. Elles ne peuvent pas arrêter de penser l'une à l'autre. Chaque message texte envoie un frisson dans leur corps. Chaque baiser ressemble à des feux d'artifice. Elles passent des heures à parler et ont l'impression de se connaître depuis toujours. Elles commencent à croire que cette personne est la bonne, leur âme sœur, leur partenaire idéal, leur pièce manquante. C'est ce que nous appelons la phase de lune de miel, et c'est l'une des périodes les plus dangereuses de toute relation car elle crée une illusion de compatibilité parfaite. Pendant cette phase, votre cerveau est littéralement inondé de produits chimiques, dopamine, ocytocine, sérotonine, qui vous procurent une sensation d'euphorie et créent un lien émotionnel puissant. Mais voici ce dont personne ne parle. Cette phase est temporaire. Elle se termine toujours. Les produits chimiques se stabilisent, la nouveauté s'estompe, et soudain, il ne vous reste que la vraie personne sous toute cette excitation initiale. Et c'est là que la plupart des relations commencent à s'effondrer. Parce que lorsque l'euphorie chimique s'estompe, les gens commencent à voir leur partenaire clairement pour la première fois. Ils remarquent les habitudes qui les agacent. Ils réalisent que leurs objectifs de vie ne sont pas alignés. Ils découvrent que leurs styles de communication sont incompatibles. Ils constatent que leurs approches de l'argent, de la famille, de la carrière et du mode de vie sont fondamentalement différentes. Mais à ce moment-là, ils sont déjà mariés. Ils ont déjà engagé leur vie avec quelqu'un sur la base d'un état émotionnel temporaire. Je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. Ces sentiments que vous ressentez pendant la phase de lune de miel ne sont pas de l'amour. C'est de l'engouement. Ce sont des réponses biologiques conçues pour encourager la reproduction et le jumelage. Mais le véritable amour, l'amour mature, l'amour durable, est quelque chose d'entièrement différent. Il se construit avec le temps à travers des expériences partagées, un soutien mutuel, le respect et la compatibilité. Ce n'est pas quelque chose dans lequel vous tombez. C'est quelque chose dans lequel vous grandissez avec la bonne personne dans les bonnes circonstances. Cantique des Cantiques 8 versets 6 à 7. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ces flammes sont des flammes de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Si un homme offrait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne ferait que s'attirer le mépris. Bien que poétique, ce passage suggère la profondeur et la force de l'amour, mais ne nie pas la nécessité d'autres fondations. Maintenant, je ne vous dis pas de devenir un robot qui ignore complètement les émotions. L'attraction et la connexion sont des composantes importantes d'un mariage réussi. Ce que je vous dis, c'est qu'elles ne devraient jamais être les principales raisons pour lesquelles vous choisissez de passer votre vie avec quelqu'un. Elles devraient être la cerise sur le gâteau d'un synda qui a déjà été construit avec des ingrédients beaucoup plus substantiels. Alors, que devriez-vous rechercher à la place? Quelle devrait être la fondation de votre mariage, si ce n'est pas seulement l'amour? Je vais vous expliquer cela d'une manière qui pourrait littéralement vous sauver des années de misère. Premièrement, vous devez examiner l'alignement des valeurs. Et je ne parle pas de valeurs superficielles comme « nous aimons tous les deux les chiens » ou « nous aimons tous les deux la randonnée ». Je parle des valeurs fondamentales de la vie. Les croyances et les principes fondamentaux qui guident la façon dont une personne vit sa vie. Comment perçoivent-ils l'argent et la responsabilité financière? Quelle est leur relation avec leur famille? Et comment veulent-ils structurer leur propre vie de famille? Comment gèrent-ils les conflits et les désaccords? Quelles sont leurs ambitions de carrière? Et comment celles-ci s'alignent-elles avec le type de vie que vous voulez construire ensemble?
J'ai vu d'innombrables mariages s'effondrer parce que deux personnes profondément amoureuses ont découvert qu'elles avaient des visions complètement différentes de leur avenir. Une personne voulait voyager à travers le monde et vivre de manière minimaliste tandis que l'autre voulait s'installer et accumuler des richesses. Une personne valorisait l'avancement de carrière par-dessus tout tandis que l'autre privilégiait le temps en famille. Une personne croyait au rôle de genre traditionnel tandis que l'autre attendait une égalité complète dans toutes les responsabilités ménagères. Ces différences peuvent sembler gérables lorsque vous êtes pris dans l'excitation d'un nouvel amour, mais elles deviennent des sources de conflits constants et de ressentiment lorsque vous essayez de construire une vie ensemble. Et voici la chose à propos des valeurs. Elles changent rarement. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un au point de lui faire changer ses valeurs fondamentales. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un de vouloir des choses différentes de la vie simplement parce que vous êtes marié à lui. Amos 3 verset 3, deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus? Souligne l'importance de l'accord et de l'alignement pour un cheminement commun. Deuxièmement, vous devez examiner la compatibilité du mode de vie. Avez-vous des niveaux d'énergie similaires? Êtes-vous tous les deux du matin ou du soir? Aimez-vous les mêmes situations sociales, les grandes fêtes ou les rassemblements intimes? Comment aimez-vous passer votre temps libre? Avez-vous des normes de propreté similaires? Qu'en est-il des habitudes alimentaires et de santé? Je sais que cela peut sembler être de petites choses, mais ce n'est pas le cas. Ce sont les détails de la vie quotidienne. Et la vie quotidienne est ce qu'est réellement le mariage. Ce ne sont pas les dîners romantiques et les escapades de week-end. Ce ne sont que les points forts. Le mariage, c'est se réveiller à côté de la même personne chaque jour, partager un espace de vie, coordonner les horaires, prendre des décisions ensemble sur tout, du dîner à l'endroit où passer les vacances. Si vous êtes une personne très sociable qui puise son énergie en étant entouré de gens, et que vous épousez quelqu'un de profondément introverti qui a besoin de beaucoup de temps seul, cela va créer des tensions. Si vous êtes quelqu'un qui aime tout propre et organisé, et que vous épousez quelqu'un qui est à l'aise de vivre dans le chaos, vous allez vous rendre fou l'un l'autre. Si vous êtes une personne soucieuse de sa santé qui fait de l'exercice régulièrement et mange avec soin, et que vous épousez quelqu'un qui se nourrit de fast-food et considère la marche jusqu'à la boîte aux lettres comme un exercice suffisant, vous aurez du mal à construire une vie ensemble. Troisièmement, vous devez examiner la compatibilité de la communication. Comment cette personne gère-t-elle les désaccords? Se ferme-t-elle et vous donne-t-elle le silence radio? Ou explose-t-elle et dit-elle des choses blessantes qu'elle ne peut pas reprendre? Est-elle capable d'exprimer clairement ses besoins, ou s'attend-elle à ce que vous lisiez dans ses pensées? Lorsque vous essayez de discuter de problèmes, écoute-t-elle et travaille-t-elle à des solutions, ou se met-elle sur la défensive et transforme-t-elle chaque conversation en une dispute sur quelque chose d'entièrement différent? La communication est le fondement de toute relation réussie. Pourtant, c'est l'un des facteurs les plus négligés lorsque les gens choisissent un partenaire de mariage. Ils sont tellement concentrés sur le bien-être que la personne leur procure lorsque tout va bien qu'ils ne prêtent jamais attention à la façon dont ils interagissent lorsque les choses deviennent difficiles. Mais voici la réalité. Les choses deviendront difficiles. Vous serez en désaccord sur des questions importantes. Vous ferez face à des défis, au stress et à des problèmes inattendus. La façon dont vous communiquez pendant ces périodes déterminera si votre mariage survit et prospère ou se désintègre lentement. Éphésiens 4 verset 29, « Qu'aucune parole corrompue ne sorte de votre bouche, mais, s'il y a lieu, qu'elle soit bonne pour l'édification, afin qu'elle procure une grâce à ceux qui l'entendent. » Peut être appliquée à la communication constructive dans le mariage. Je veux vous parler de quelque chose que j'ai observé au fil des années en voyant des relations réussir et échouer. Les couples qui durent à long terme sont rarement ceux qui ont eu les histoires d'amour les plus passionnées et les plus accablantes au début. Ce sont les couples qui ont construit leur relation sur une fondation d'amitié,
de respect et de compatibilité pratique, puis ont permis à l'amour de grandir à partir de cette fondation. Pensez à vos meilleures amitiés. Qu'est-ce qui les fait fonctionner? Probablement des intérêts partagés, des valeurs similaires, une communication facile, un respect mutuel et un véritable plaisir de la compagnie de l'autre. Vous ne restez pas amis avec quelqu'un simplement parce que vous avez des sentiments forts pour lui. Vous restez amis parce que vous l'aimez vraiment en tant que personne et que vous aimez passer du temps avec lui. Pourtant, en ce qui concerne le mariage, les gens pensent d'une manière ou d'une autre que les sentiments romantiques intenses sont plus importants que d'aimer et de respecter réellement la personne avec qui ils vont vivre le reste de leur vie. Cela m'amène à un autre point crucial. Vous devez épouser quelqu'un que vous aimez sincèrement, pas seulement quelqu'un que vous aimez. Je sais que cela semble étrange, mais pensez Y. L'amour peut être aveugle, mais aimer quelqu'un exige que vous le voyiez clairement et que vous appréciez toujours sa compagnie. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous appréciez sa personnalité, son sens de l'humour, son intelligence, son caractère. Vous aimez lui parler de choses sérieuses et amusantes. Vous respectez ses opinions, même lorsque vous n'êtes pas d'accord avec elles. Trop de gens épousent quelqu'un dont ils sont épris, mais qui n'aiment pas beaucoup. Ils trouvent les traits de personnalité de leur partenaire ennuyeux ou ennuyeux, mais ils restent à cause de l'attirance physique ou de l'intensité émotionnelle. C'est une recette pour le désastre car l'attirance s'estompe et l'intensité émotionnelle diminue. Mais les traits de personnalité restent constants. Si vous n'aimez pas vraiment qui est votre partenaire en tant que personne, vous passerez des décennies à vivre avec quelqu'un qui vous irrite. Proverbe 17 verset 17, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur il se montre un frère. Souligne la valeur de l'amitié et du soutien constant. Maintenant, parlons de quelque chose qui met beaucoup de gens mal à l'aise, mais qui est absolument crucial à aborder, le rôle de l'attirance et de l'alchimie physique. Je ne dis pas que ces choses n'ont aucune importance. Elles en ont. L'intimité physique est une partie importante de la plupart des mariages et vous devez vous sentir attiré par votre partenaire. Mais le problème est que notre culture nous a appris à prioriser l'attirance physique par-dessus tout. Et cela conduit à de très mauvaises prises de décision. L'attirance physique est importante, mais elle ne devrait être qu'un facteur parmi tant d'autres, et non la force motrice derrière votre choix de partenaire de vie. Et voici quelque chose que la plupart des gens ne comprennent pas. L'attirance physique peut grandir avec le temps lorsqu'elle est construite sur une base de connexion émotionnelle et de respect. Certaines des relations à long terme les plus passionnées et les plus satisfaisantes ont commencé avec des personnes qui n'étaient pas initialement le type physique de l'autre, mais qui ont développé une profonde attirance à mesure qu'elles apprenaient à mieux se connaître. D'un autre côté, les relations qui sont principalement basées sur l'attirance physique durent rarement. Lorsque l'apparence physique change, et elle changera, car c'est ce qui arrive au corps humain avec le temps, il ne reste plus rien pour maintenir la relation. Le couple découvre qu'il n'a pas grand-chose en commun, qu'il n'apprécie pas la compagnie de l'autre et qu'ils ne partagent pas la même vision de leur vie commune. Je veux que vous y pensiez différemment. Au lieu de vous demander, suis-je attiré par cette personne? Demandez-vous, pourrais-je me sentir attiré par cette personne pour le reste de ma vie? Au lieu de vous concentrer sur leur apparence actuelle, pensez au type de personne qu'ils sont et si c'est le genre de personne avec qui vous voulez vous réveiller lorsque vous aurez tous les deux 70 ans. Cela m'amène à l'un des concepts les plus importants que je souhaite partager avec vous, l'idée de grandir ensemble plutôt que de s'éloigner. Chaque personne change avec le temps. La personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas la même personne que vous étiez il y a 5 ans. Et vous ne serez pas la même personne dans 5 ans. C'est naturel et sain. Nous sommes censés grandir et évoluer tout au long de notre vie. La question est, lorsque vous changerez et grandirez, changerez-vous dans des directions compatibles ou vous éloignerez-vous? Cela dépend en grande partie du fait que vous partagiez des valeurs fondamentales et des philosophies de vie.
Les personnes qui partagent des croyances fondamentales sur ce qui compte dans la vie ont tendance à grandir dans des directions similaires, même si elles changent en tant qu'individus. Les personnes qui ont des valeurs fondamentales différentes constatent souvent qu'elles s'éloignent avec le temps, même si elles commencent par se sentir très compatibles. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez deux personnes qui valorisent toutes deux la croissance personnelle et l'apprentissage. Au cours de leur vie, elles pourraient développer de nouveaux intérêts, relever de nouveaux défis et évoluer de diverses manières. Mais parce qu'elles valorisent toutes deux la croissance, elles sont susceptibles de se soutenir mutuellement dans leur évolution et de trouver des moyens de grandir ensemble. Elles pourraient suivre des cours ensemble, voyager vers de nouveaux endroits ou s'encourager mutuellement à poursuivre de nouveaux passe-temps ou opportunités de carrière. Maintenant, imaginez deux personnes dont l'une valorise la stabilité et la prévisibilité, tandis que l'autre valorise l'aventure et le changement. Au début, elles pourraient être attirées l'une par l'autre parce qu'elles sont différentes. La personne stable apprécie l'excitation que son partenaire apporte, tandis que la personne aventureuse apprécie d'avoir une ancre stable. Mais avec le temps, ces valeurs différentes sont susceptibles de créer des conflits. La personne stable voudra s'installer, établir des routines et bâtir une sécurité, tandis que la personne aventureuse voudra continuer à explorer, à prendre des risques et à essayer de nouvelles choses. Aucune approche de la vie n'est mauvaise, mais elles ne sont pas compatibles pour un partenariat à long terme. Une personne poussera toujours à plus de stabilité tandis que l'autre poussera à plus de changement. Et cela crée une source constante de tension et de ressentiment. C'est pourquoi il est si important de regarder au-delà de la compatibilité superficielle que vous ressentez pendant la phase de lune de miel et d'examiner réellement si vos approches fondamentales de la vie sont alignées. Avez-vous tous les deux des attitudes similaires face aux risques? Valorisez-vous tous les deux les mêmes choses? Réussite professionnelle, famille, relations, croissance personnelle, sécurité financière, contribution sociale? Avez-vous tous les deux des échéanciers similaires pour les grandes étapes de la vie comme l'achat d'une maison, le fait d'avoir des enfants ou la retraite? Cela peut ne pas sembler romantique, mais ce sont les éléments constitutifs d'un partenariat de vie réussi. La romance va et vient, mais la compatibilité détermine si vous pouvez réellement construire une vie ensemble qui vous rende tous les deux heureux et épanouis. Matthieu 7 versets 24 à 27, la parabole de la maison construite sur le roc et sur le sable, souligne l'importance de construire sur une fondation solide pour résister aux tempêtes de la vie. Laissez-moi vous partager une autre perspective qui pourrait remettre en question votre pensée actuelle. Dans de nombreuses cultures à travers l'histoire, les mariages étaient arrangés par les familles. Et ces mariages avaient souvent des taux de réussite beaucoup plus élevés que nos mariages modernes basés sur l'amour. Maintenant, je ne prône pas les mariages arrangés. Je crois fermement que les gens devraient choisir leur propre partenaire. Mais il y a quelque chose que nous pouvons apprendre de cette approche. Lorsque les familles arrangeaient les mariages, elles examinaient des considérations pratiques, les antécédents familiaux, la stabilité financière, le caractère, l'éthique de travail, les valeurs et la compatibilité à long terme. Elles comprenaient que le mariage n'était pas seulement une question de sentiments entre deux personnes. Il s'agissait de créer un partenariat stable qui pourrait résister aux défis de la vie et fournir une bonne base pour élever des enfants et bâtir richesse et sécurité. Ces mariages arrangés se sont souvent transformés en un amour profond et durable précisément parce qu'ils étaient construits sur des fondations solides. Les couples ont appris à apprécier le caractère de l'autre, à respecter les contributions de l'autre à la famille et à travailler ensemble en équipe. L'amour a grandi à partir du partenariat plutôt que le partenariat n'étant censé croître à partir de l'amour. Je ne suggère pas que vous devriez ignorer vos sentiments ou épouser quelqu'un dont vous ne vous souciez pas. Ce que je suggère, c'est que vous inversiez l'approche typique. Au lieu de tomber amoureux et d'espérer ensuite que vous êtes compatibles,
Trouvez quelqu'un avec qui vous êtes vraiment compatible et laissez ensuite l'amour se développer à partir de cette fondation. Cela nous amène à un autre facteur crucial que la plupart des gens ignorent complètement lorsqu'ils choisissent un partenaire de mariage, la compatibilité financière. L'argent est l'une des principales causes de divorce. Pourtant, les couples ont rarement des conversations sérieuses et détaillées sur les finances avant de se marier. Ils sont tellement pris par la romance qu'ils évitent les sujets pratiques ou ils supposent qu'ils s'en sortiront plus tard. Mais l'incompatibilité financière peut détruire même la connexion émotionnelle la plus forte. Si une personne est dépensière et l'autre est économe. Si une personne croit au risque financier tandis que l'autre valorise la sécurité. Si une personne s'attend à maintenir un certain mode de vie tandis que l'autre a des priorités différentes. Ces différences créeront un stress et des conflits constants. Je ne parle pas seulement de la somme d'argent que chaque personne gagne. Je parle de leur relation entière avec l'argent. Comment prennent-ils les décisions financières? Recherchent-ils soigneusement les achats importants ou achètent-ils impulsivement? Respectent-ils les budgets ou dépensent-ils librement et s'inquiètent-ils des conséquences plus tard? Quels sont leurs objectifs financiers à long terme? Veulent-ils prendre leur retraite tôt et vivre simplement ou veulent-ils travailler plus longtemps et maintenir un niveau de vie plus élevé? Que pensent-ils de la dette? Qu'en est-il de l'investissement et de la prise de risques financiers? Ces différences de philosophie financière peuvent rendre impossible la construction d'un avenir sur ensemble, peu importe à quel point vous vous aimez. J'ai vu des couples qui s'adoraient finir par divorcer parce que les habitudes de dépenses de l'un rendaient l'autre constamment anxieux et en insécurité. J'ai vu des mariages détruits parce qu'une personne voulait acheter une maison tandis que l'autre préférait louer et voyager. J'ai vu des relations ruinées parce qu'une personne était à l'aise avec la dette tandis que l'autre ne pouvait pas dormir la nuit en sachant qu'elle devait de l'argent. Avant de vous engager à passer votre vie avec quelqu'un, vous devez avoir des conversations détaillées et honnêtes sur l'argent. Vous devez comprendre non seulement leur situation financière actuelle, mais aussi toute leur approche de la prise de décision financière. Et si vous découvrez que vos approches sont fondamentalement différentes, vous devez sérieusement considérer si c'est quelqu'un avec qui vous pouvez construire un avenir stable. Ecclésiaste 4 versets 9 à 12, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils ont chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un peut vaincre un homme seul, deux peuvent lui résister, et la corde à trois fils ne seront pas facilement. Souligne la force et le soutien mutuel dans le partenariat. Cela se connecte à un point plus large sur l'importance des objectifs de vie partagés. Lorsque vous êtes en pleine euphorie d'un nouvel amour, il est facile de se concentrer sur le bien-être que vous ressentez ensemble dans le moment présent. Mais le mariage ne concerne pas le moment présent. Il s'agit des 50 prochaines années de votre vie. Vous et votre partenaire potentiel allez-vous dans la même direction? Voulez-vous tous les deux des enfants? Et si oui, combien? Et quand? Quelles sont vos idées sur les styles parentaux et l'éducation? Voulez-vous tous les deux vivre dans le même type d'endroit urbain, suburbain ou rural? Qu'en est-il de la proximité avec les membres de la famille? Avez-vous des ambitions de carrière et des attentes similaires concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée? Comment chacun d'entre vous envisage-t-il de passer ses années de retraite? J'ai vu d'innombrables couples lutter parce qu'ils n'avaient jamais discuté de ces questions fondamentales avant de se marier. Ils ont supposé qu'ils voulaient les mêmes choses ou ils ont pensé qu'ils feraient des compromis plus tard ou ils ont cru que l'amour rendrait les différences insignifiantes d'une manière ou d'une autre. Mais les différences dans les objectifs de vie ne disparaissent pas simplement parce que vous aimez quelqu'un. Elles deviennent des sources de conflits et de déceptions constants. Une personne rêve de vivre dans une grande ville et de poursuivre une carrière ambitieuse,
tandis que l'autre veut s'installer dans une petite ville et se concentrer sur la vie de famille. Une personne veut voyager beaucoup et découvrir différentes cultures, tandis que l'autre veut acheter une maison et créer une base stable. Une personne veut 3 ou 4 enfants tandis que l'autre n'en veut qu'un ou 2 au maximum. Une personne prévoit de prendre sa retraite tôt et de poursuivre des passe-temps tandis que l'autre veut travailler le plus longtemps possible et accumuler des richesses. Ce ne sont pas de petites différences qui peuvent être facilement résolues par un compromis. Elles représentent des visions fondamentalement différentes de ce à quoi ressemble une vie épanouissante. Et lorsque deux personnes ayant des visions de vie différentes essaient de construire une vie ensemble, l'une d'elles finira par être déçue et pleine de ressentiment. La tragédie est que cette déception et ce ressentiment ne font souvent surface que des années après le mariage, lorsqu'il devient clair que le couple se dirige dans des directions différentes. À ce moment-là, ils peuvent avoir des enfants ensemble, des obligations financières partagées et des vies entrelacées qui rendent la séparation extrêmement difficile et douloureuse. Ils finissent par se sentir piégés dans une vie qui ne correspond pas à leurs rêves. Et ils se blâment souvent mutuellement de les avoir empêchés de réaliser ce qu'ils voulaient vraiment. C'est pourquoi il est si important d'avoir ces conversations difficiles avant de vous marier, et non après. Vous devez comprendre non seulement qui est cette personne aujourd'hui, mais qui elle veut devenir et quel genre de vie elle veut construire. Et vous devez être honnête avec vous-même quant à savoir si sa vision s'aligne avec la vôtre. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre Père céleste. Si vous voulez naître de nouveau, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.